5 matchs au programme de cette soirée de National League. On va replonger dans les rencontres pour voir ce qui s'est passé sur les différentes patinoires avec nos invités, avec Serge Pelletier bien sûr, avec Florian Kainz, avec Stéphane Rochette. On va ouvrir le bal, messieurs, avec la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Rapperswil du côté de la BCF Arena. Dans des gradins bien garnis et au niveau des gardiens notamment, eh bien, c'est Noël Bader qui retrouve sa place dans la cage du côté de Rapi, alors que Reto Berra, bien sûr, va défendre le filet. Du côté de Fribourg-Gotteron, une seule réussite lors des 20 premières minutes de jeu. Florian Kainz, Segenberger qui marque, mais le caviar de passe signé Chervenka, absolument incroyable. Ouais, la passe de Chervenka, elle est exceptionnelle. On voit, il lève la tête directement. La passe, elle part tellement vite, elle atterrit sur la palette. Et puis, c'est bien joué également de Gunberger. Qu'est-ce qu'un Gunberger faisait là? Il sortait du banc des pénalités. Du banc des pénalités, ouais. Parce que je me suis dit, c'est bizarre qu'il soit si haut que ça, voilà. Il sortait du banc de pénalité. Elle joue la carotte, on appelle ça la carotte. Elle joue la carotte. Je pense qu'il a hurlé sur son coéquipier qui est en train de sortir. Puis, évidemment, Chervenka, la passe est... Moi, je pense qu'on ne devait pas non plus être très content du côté de Fribourg. Hein. Je pense en tant que coach, on essaye de prévenir. En général, le gardien tape la canne à l'autre bout normalement. Enfin, 5 secondes avant la fin, il tape la canne sur la glace pour que les gars disent attention, il va sortir derrière si le jeu n'est pas interrompu. Surtout qu'il y avait Diaz et Fureur en défense, et sûrement pas à cause d'un manque d'expérience. Tu dis ça, toi. Je pense qu'il y a Gunberger qui a tapé de la canne aussi en même temps que Berra pour l'appeler, parce que tout le monde tape de la canne. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est un 1-0. 1-0 après 20 minutes de jeu, mais Fribourg va réagir lors de la deuxième période. Et c'est Rossi qui va aller arracher l'égalisation. On est à la 26e minute de jeu. Un tir Rossi et un tir qui fait mouche, Serge, hein, dans le slot. Il a le temps, on va dire, d'allumer et de viser au bon endroit. Ouais, mauvaise relance du côté de Rapperswil. Là, on a mal orchestré la sortie de zone. Et puis, Rossi qui s'empare de cette rondelle libre. Et puis, il en profite justement pour égaliser la marque. Oui, Bader, un petit peu long peut-être dans son déplacement. Quoi qu'il en soit, Fribourg, quelques secondes plus tard, va prendre l'avantage pour la première fois. L'inévitable Julien Sprunger. Vraiment, Florian, c'est quand même une bonne saison. Hein. Ouais, là, on reconnaît vraiment Julien. Il ne se pose pas de questions, il reçoit le puck. C'est un gros shoot, le gardien il ne sait pas où ça va partir, mais ça va tellement vite que ça finit au fond. Combien il en a marqué des buts, demi-frappé, tape des cercles à l'intérieur, c'est incroyable. À courte distance comme ça, le tir est tellement puissant que pour le gardien, si le tir est bien placé, aucune chance pour le gardien. On a pris son temps mort hein, du côté de Rapperswil, vous l'avez vu avec ses 2 buts marqués coup sur coup. On va se rendre en 3e période, 41e minute de jeu. Rapperswil va égaliser. Regardez, on est dans le premier shift. Chervenka, Eki et Mitchell. Puis là, un petit mot sur la position de Reto Berra. Vous avez vu Reto Berra, il est vite au sol, il ne s'est pas vraiment relevé. Chervenka encore à la baguette, entrée de zone, bonne passe. Bonne récupération, le puck était un peu court. Et là, c'est vrai que Berra, il semble pas bien situé. On va regarder son déplacement, focus. Ah bah quand même, le tir est quand même... Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois qu'il durant la séquence, je crois que Berra est en prise d'information au niveau est-ce que le joueur va passer, est-ce que le joueur va tirer, et puis il s'est fait surprendre par le tir. Et on voit cette grosse possibilité pour Julien Sprunger et Noël Bader qui fait véritablement le job et qui empêche justement le capitaine de Fribourg-Gotteron de prendre et de donner l'avantage pour Fribourg qui va véritablement pousser dans la fin de cette 3e période pour tenter d'engranger la totalité de l'enjeu. On va revoir une nouvelle fois le bon arrêt de Bader face à Julien Sprunger. Et à 5 contre 4, Fribourg qui va se créer encore une grosse possibilité avec un puck qui va véritablement longer la ligne du gardien. Regardez, il est où Ah Sur la ligne. Là, en général, c'est le public qui le voit en premier, hein, avant les joueurs. On a entendu les spectateurs de la BCF Arena et un peu de chance quand même pour Rapperswil. On va revoir le gros travail de Brodin dans un de ses bureaux parce que c'est lui qui remet ce puck hein, véritablement sur la cage. On va se rendre, messieurs, en prolongation puisque plus rien ne sera marqué et Fribourg-Gotteron qui va trouver les moyens de s'imposer à domicile. C'est évidemment la fin de cette supériorité numérique. Hein. On a 4 contre 3 dans cette période de prolongation. Et c'est finalement l'inévitable Julien Sprunger. Stéphane, devant la cage, qui va donner la victoire. Oui, ça lui en fait une douzaine, 12, 13, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'il va se rendre encore à 15-20 buts cette année? Notre ami Julien, il est en pleine forme.
Il pète le feu, comme on dit. Et puis, voilà, Fribourg trouve encore le moyen de gagner. Fait la différence avec son power play. Moi, je me pose la question, les gars, ce soir, on jouait pour la première place. C'est les deux équipes en haut du classement, en gros, qui jouaient. Pourquoi Noël Bader est dans la cage? Pour les mêmes raisons que Noah Schneeberger est sur la glace à 1 minute de la fin du match à Genève ce soir. Non, mais est-ce que vraiment c'est une priorité pour Rapperswil d'aller chercher la première place? Je pense que c'est plus une gestion de la fatigue ou comme ça pour donner un peu de repos à Niffeler, j'imagine. Peut-être. Bon, il y a sûrement une bonne raison. Hein. Il n'y a pas à m'expliquer, mais je suis étonné par que Niffeler est quand même gardien numéro 1 incontestable. Je suis étonné de voir. C'est un match au sommet ce soir quand même. Ouais. Ouais, parce qu'à Fribourg, Berra a gardé les 4 matchs cette semaine, sauf erreur, non? Oui. Ça faisait 4-5 pour Berra aussi. Hein. Je suis d'accord, mais Noël Bader, il connaît une bonne saison par rapport à la saison dernière, etc. Il a connu des périodes plus difficiles et jusqu'à présent, il faut aussi peut-être lui donner quelques départs. Enfin, je ne suis pas en train de défendre le choix du coach de Rapperswil, mais quoi qu'il en soit, c'est une défaite après prolongation. On va écouter à l'interview après ce match et après cette victoire, Daniel Brodin. Daniel, what do you think about this week for Fribourg and with the 4 games in 5 days and this win of tonight? For sure, it was a tough week for us, but we managed to get 3 games out of 4. Tough schedule, but I think we're well prepared for that, and yeah, we're happy with the 3 wins. What is your feeling after your selection for the Olympic Games with the Sweden? You are proud? Yeah, super proud and happy. When they called me, I was so happy and a little bit shocked too. Hard to describe the feelings. Like Olympics is big, huge for me. So will definitely be fun and. Also, me and my wife were joking about it. She was playing in Rio, and now it's my turn. So it's a cool thing, and I'm super happy to go. Thank you, Daniel. Thank you. Ah, sympa, on est en train d'apprendre plein de choses avec cette interview de Daniel Brodin. On va peut-être revenir sur la première question et la réponse. Évidemment, on lui posait la question par rapport à cette semaine de folie. 4 matchs en 5 jours. Il dit que c'était clairement une semaine difficile pour eux. Il fallait manager tout ça. Ils dit on a très bien managé ça, probablement pour aller gagner 3 matchs sur 4. On était bien préparés, donc c'est un petit peu pas mal pour le staff d'entraîneur. Tout le monde était bien préparé à ça, et puis il est très content, évidemment, de la victoire. Ensuite, on lui a parlé de sa sélection un peu surprise pour les Jeux olympiques. En tout cas, lui, il semble surpris. Il s'est dit très, très fier d'avoir été sélectionné. Il dit, j'étais même choqué quand j'ai reçu la nouvelle. J'étais sur le choc quand j'étais tellement content que, voilà. Et puis, le feeling est difficile à décrire. Il dit que c'est immense pour lui et sa carrière. Puis il dit qu'à la maison, avec sa femme, ils étaient très, très contents de ça. Puis ils en ont même rigolé à la maison avec sa femme. Oui, parce que sa femme avait participé apparemment à ceux de Rio, si j'ai bien compris. Ouais. C'est ce qu'il donc les JO d'été, donc on sait déjà que c'était pas en hockey sur glace, apparemment. Et puis voilà, il va connaître ça aussi dans une ambiance un peu différente, parce que ça sera peut-être un petit peu moins folichon au niveau de la bulle sanitaire. Messieurs, on va laisser de côté Fribourg-Gotteron, on va parler maintenant de notre match studio entre Genève Servette et Bienne, deux équipes qui avaient perdu la veille après une séance de tir au but. Il fallait se refaire la cerise, comme on dit, et Joran van Pottelberg, qui lui aussi ira au JO avec l'équipe de Suisse, vous l'avez compris. Dominique Niffeler, lui, est bien présent. Et puis surtout des petites peluches, parce que c'est la soirée peluche du côté de Genève Servette. Une équipe de Genève Servette qui va manquer de réussite. Oui, ils vont marquer, Serge, lors de ces 20 premières minutes de jeu. Mais il y avait qu'une équipe sur la glace. Bienne n'était pas là, Bienne était encore dans le quart. Oui, tout à fait. Un gros départ de la part de Genève Servette ce soir. On voit encore, fidèles à leur habitude, toujours 4 hommes qui attaquent au filet avec le défenseur qui supporte l'attaque. Et puis, Genève qui s'est montré souvent menaçant au premier tir. On n'a pas vraiment senti les absences de Pouliot, de Richard, en tout cas dans cette première période. Hein, Florian? Non, c'est vrai que sur le début de match, on a vraiment vu une équipe de Servette supérieure à Bienne. Donc les absences ne se sont pas fait sentir à ce moment-là.
Evan Pottelberg qui va donc capituler une seule fois avec un but sorti un petit peu de nulle part de la part d'Arnaud Ria. On va donner du crédit à l'attaquant. Stéphane, il marque dans un petit trou de souris. En général, les entraîneurs des gardiens, nous, ceux-là, on l'accepte. Voilà, donc ça part à l'image de la première période. Bien qui a été un petit peu soft. Le premier prend l'homme, il n'y a personne derrière. C'est le joueur de Genève qui récupère assez facilement. C'est un droitier. Il a le temps de se retourner, faire un bon tir. Évidemment, on peut relancer la discussion sur les buts marqués, les gardiens qui se font marquer short side au-dessus de l'épaule. On en parle souvent. On en voit un NHL aussi, donc finalement, ça doit être la bonne méthode. Mais moi, je vois beaucoup de buts comme ça. Mais chapeau à Ria qui a déclenché une avalanche de toutous. Et pas seulement des toutous, il y avait des dragons, il y avait tout. Il y avait tout le bestiaire qui était représenté. Peluches. On peut le voir, regarde. Évidemment, ces peluches qui seront ensuite redistribuées du côté des hôpitaux. Les enfants à Genève, gros succès toujours que ces soirées peluches et toujours des images assez sympathiques. Messieurs, on va se rendre en deuxième période avec Genève Servette qui va manquer le coche à 5 contre 4 et Bienne par contre lors de sa première supériorité numérique. En fin de supériorité, Florian peut compter sur un certain... Oula, Tony Rayala, il fait mal. Ouais, je dirais même que Genève a raté le coche sur son 5 contre 4, également sur le 4 contre 5, sur ce powerplay de Bienne-là, puisqu'ils ont eu 2 grosses occasions. Et puis là, Rayala, avec toute sa puissance et sa précision, il laisse aucune chance à Niffler. Et puis il relance complètement le match à ce moment-là. Exactement. Serge, ça va réveiller Bienne. Ça va un peu éteindre Genève Servette, qui va être payé cash en toute fin de période avec une super action collective et cette conclusion de Brunner. Oui, tout à fait. Bienne a été supérieur à Genève au cours du deuxième tiers. Si Genève a été supérieur à Bienne au cours du premier. Et puis, il y a un peu eu de la mollesse du côté de Wenig, justement, dans ce marquage à la ligne bleue. Et puis, Bienne en profite avec une belle triangulation. Absolument, et Bienne qui part surtout au vestiaire avec cet avantage donc de 2-1. On se rend en troisième période et il y a cette grosse possibilité, on va le voir, par un certain Temernes. On est en début de période et c'est le poteau qui va venir au secours de Van Pottelberg. C'est quand même 3 poteaux pour Genève, Florian, sur l'ensemble de la rencontre. Oui, c'est clair que si on fait le compte... on a entendu la barre ou les poteaux quelques fois ce soir. Genève aurait pu prendre l'avantage à plusieurs reprises. Oui, et tu parlais justement d'avantage en supériorité numérique. Normalement, c'est l'arme fatale de Genève Servette, ce powerplay. Il y a un 5 contre 3. Et Serge, on le sait, c'est une expression. Au Canada, c'est une expression. C'est une expression en Suède, en Finlande, dans le Jura, partout. Normalement, quand tu as un 5 contre 3, tu dois faire mouche. Genève n'a pas réussi et c'est même Bienne qui s'est créé une belle possibilité juste après. Oui, exactement. On voit ici le... On ne voit plus parce que ça va s'enchaîner assez rapidement. Exactement. Là, maintenant, ça s'est déjà passé. Là. Mais à 6 contre 4, Genève a quand même marqué. Oui. On voit ici Wenig qui se fait pardonner parce qu'il a été un peu responsable du 2-1 de Bienne. Alors, il réussit à marquer le but égalisateur, justement, pour porter Genève en prolongation. On réussit à passer le puck dans la peinture bleue du gardien. Une passe dans la peinture bleue. En général, on dit que la peinture bleue, c'est la responsabilité du gardien, Serge? Tout à fait. Tout à fait. C'était le job du gardien, mais je pense que Genève bourdonnait beaucoup en cette fin de match. Et puis, ils méritent leur succès ce soir. Hier, JVP, dans cette position-là, il s'en est fait passer une entre les jambes par Andrigetto. Parce qu'il a bougé, il a voulu tricher sur la passe, puis il a ouvert les jambes. Il a enlevé la canne, il a ouvert les jambes. Ce soir, il s'est dit, je ne veux pas me faire battre entre les jambes, laisser la canne. Quand tu fais te battre de l'autre côté? Elle est passée au bout de la jambe. C'est ça. Mais ça, c'est le genre de but que vous réussissez quand vous êtes à domicile, non, Florian? Que ça pousse, on sentait que tout le monde était derrière, que c'était toujours très compliqué aussi. Oui, certainement que la foule a poussé. Wenig, comme l'a dit Serge, il y avait aussi des choses à se faire pardonner. Mais après ça, voilà, lui, c'est un gros bonhomme aussi. Il est bien placé, il est au deuxième poteau. Le puck vient sur la palette. C'est bien joué de la part de Genève aussi. Et Schneeberger prend une pénalité stupide. Mais la question qu'on s'est posée en fin de match, qu'est-ce qu'il faisait sur la glace à 2 minutes de la fin? Schneeberger, c'est le 7e défenseur. Ce soir, c'est le 6e sur la feuille de match. Il y a quand même 2-3 bons défenseurs dans cette équipe-là qui, dans des situations critiques, je pense qu'en fin de match, tu es coach de défenseur, tu vas avoir tes meilleurs défenseurs sur la glace, même si des fois, tu vas faire un demi-repos ou quoi que ce soit. Surtout à 2-1. Surtout dans un match de 2-1, on est d'accord. C'est certainement la dernière fois. C'est certainement la dernière fois.
On va voir quand même le game-winning goal de cette rencontre puisqu'on se rend en prolongation et c'est Vatanen qui va marquer cette réussite avec Josh Joris qui va le servir parfaitement. Josh Joris qui s'échappe, c'est un 2 contre 1. Le timing de la passe est parfait. Le timing du tir aussi, Florian, est parfait de la part de Vatanen qui ne manque pas cette aubaine. Oui, exactement. C'est bien exécuté de la part de Genève. Joris est assez patient. Il fait une passe parfaite. Et puis Vatanen, on l'a assez dit, c'est un shooter né. Donc s'il a le puck qui vient sur la palette comme ça, on sait qu'il va attraper le but en général. Messieurs, on va écouter une réaction à l'issue de ce match et de cette victoire de Genève Servette. On va écouter le premier buteur de la soirée. On va écouter Arnaud Ria. Arnaud Ria, on a vraiment l'impression que vous êtes passé par tous les états d'âme, votre public aussi ce soir. Ouais, c'est cool parce que ça a été dur de commencer. Et puis, fin de premier tiers, on pousse, finalement le goal. Et puis après tout le match assez serré. Et fin de match exceptionnel, quoi, de nouveau. Et puis voilà, on gagne aux prolongations, donc ça fait du bien. Et vous lâchez rien là. Ce soir, vous avez montré que vous lâchez rien. Ouais, je pense que c'est le caractère qu'on a dans l'équipe. C'est toujours revenir plus fort, même s'ils mettent un but, etc. Et non, ça fait du bien, surtout à 1 minute de la fin, de marquer et puis gagner en prolongation ensuite. C'est cool. Alors, Arnaud Ria ne marque pas souvent, mais par contre, c'est l'homme des buts quand il y a les pluches qui tombent. C'est vrai? Ouais, ça fait 2 fois de suite. Il y a 2 ans, c'était déjà moi. L'année passée, il n'y avait pas eu à cause du Covid, mais voilà, c'est une soirée assez spéciale. J'étais motivé pour, et puis voilà, c'est arrivé. Puis tant mieux. Merci bien. Ça, c'est pour la petite anecdote, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu choisis? Marquer quand il y a les pluches ou marquer 20 buts par saison? C'est toujours compliqué. Non, c'est un petit peu ironique. Forcément. C'était petit clin d'œil assez sympathique, en effet, que cette réussite d'Arnaud Ria, son 2e but de l'exercice. On va écouter maintenant, du côté de Bienne, le capitaine biennois, on va écouter Gaëtan Haas. Gaëtan Haas, on imagine 3e match de la semaine, 3e fois que vous réussissez à aller au bout des 60 minutes et encore ça se finit mal. J'imagine beaucoup de frustration. Ouais, c'est frustrant, c'est dommage parce que je pense que ce soir, on était content de rentrer avec 1-0 au premier tiers. Mais ensuite, on a fait le job pour prendre l'avantage. Il y a 2-1, il faut qu'on ramène ces 3 points à la maison, ma foi. Trop de pénalités et ils peuvent égaliser. Et ensuite, voilà, prolongation, pénalty. Il se passe toujours quelque chose, ça entre d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est la 3e fois de la semaine où on ne prend pas les points, c'est dommage. Mais ouais, c'est vrai que c'était une semaine compliquée avec des équipes qui étaient en forme. Je pense qu'on a réussi à quand même plus ou moins bien jouer contre chaque équipe. Le fait de ramener des points à chaque fois, c'est quand même positif. Mais ouais, c'est clair qu'on aurait espéré un peu plus. Début de match, c'était vraiment compliqué. Premier tiers-temps, c'était un petit bien. C'était quoi, le manque d'énergie, tout simplement? Ouais, on n'était pas dedans. On n'est pas allé dans les bandes. On ne ressortait jamais avec le puck. Offensivement, on n'a jamais réussi à garder le puck devant. Donc, ouais, on était un peu dans notre zone tout le premier tiers. Et comme j'ai dit, on était content de rentrer avec 1-0. Puis on savait que, ouais, c'était exact comme tu l'as dit, le mauvais bien pendant un tiers. Mais ensuite, je pense qu'on a bien réagi. Malheureusement, trop de pénalités ce soir nouveau. Merci bien. Voilà pour cette réaction du côté de Gaëtan Haas. On va changer de match, messieurs, si vous le voulez bien. On va passer par la grosse affiche déséquilibrée de cette soirée entre Zug et Langnau. Le 2e contre l'avant-dernier du championnat. Et Yves Sarrault, beaucoup d'interrogations. On attend une réaction de cette équipe avec un Pounenovs dans la cage. Et Pounenovs, le malheureux, ça va être le héros malheureux de la soirée. Genoni qui retrouve sa place. Et Langnau qui jouait encore et toujours qu'avec un seul étranger, un Pessonen, dans son alignement. On va tout de suite voir l'ouverture du score, 3e minute de jeu. Il faut dire que le début de match va être terrible et ce premier tiers surtout, pour Langnau qui va encaisser dès la 3e minute. Sender qui va marquer dans un angle là aussi très fermé, Florian Kahnz. Ouais, c'est vrai que Zug est rentré assez fort dans le match. Il jouait à domicile. Et puis là, un beau jeu de Klingberg. La passe, elle n'est pas évidente parce que on est proche du but. Et puis la réception également, puisque c'est un angle très fermé que Tsender a trouvé.
Kounenovs qui va devoir céder sa place à un tout jeune joueur, Louis Courte. C'est sa première en National League. Ça va être une première ô combien compliquée. Vous êtes face à Zug qui est à domicile. J'ai envie de dire que Langnau, Stéphane, c'est un peu comme à Joie. C'est coché dans votre calendrier. Là. Vous devez faire 3 points, vous devez faire un carton. Oui, c'est un peu ça. Écoutez, Langnau qui fait un peu peine à voir. Déjà, on s'est beaucoup basé sur les étrangers. Il y en a 3 qui sont absents. Blazer revenait ce soir. Tu as Huguenin qui est là, qui est blessé à long terme. Et là, il y a le jeune qui est dans la cage. Maillère n'était pas comme remplaçant ce soir. Donc là, c'est un jeune junior dans la cage. C'est hyper compliqué pour Langnau, honnêtement. Et là, Hoffman va s'en donner à cœur joie ce soir. Oui, il va commencer son festival. Il va marquer 4 buts. Grégory, Hoffman. Mais on admire la passe quand même, le coup d'œil de Jones là, qui est très très beau, hein, Serge. Oui, là-dessus, c'est vraiment une belle diagonale de la part du défenseur de Zug. On voit que Hoffman quitte le coin de la patinoire pour se libérer devant le filet. Et puis, il y a un problème de marquage du côté de Langnau. Là, on s'est fait prendre à 2 joueurs sur 1 au début de l'action. Et puis, ça a libéré Hoffman devant. Grégory Hoffman, on le retrouve une nouvelle fois pour son doublé. Est-ce que ce puck a été légèrement touché ou pas? Là, on se pose peut-être un petit peu plus de questions. Parce que dans cette trajectoire de tir, compliqué de le dire, peut-être Simeone. Moi, non, je crois pas, parce que je pense que le défenseur lui retenait la canne. Je pense pas. Il est passé à travers tout le monde, là, le jeune gardien qui s'est fait un petit peu prendre avec la circulation devant lui, évidemment. On se posait la question à l'avant-match, pourquoi Grenier? Grenier était suspendu cette semaine, et puis on se posait la question pourquoi il n'était pas dans l'alignement. Bien, sa femme a donné naissance à un petit bébé. Donc, il est parti au Canada. Donc, c'est ça, il est parti au Canada. Alors, félicitations, bien sûr, Alexandre Grenier pour et le dernier qui est parti pour retourner dans son pays pour la naissance d'un enfant, il n'est jamais retourné. Il faut faire attention. Est-ce que Grenier va revenir? Mais il ne jouait pas dans la même équipe. Il jouait dans celle d'en face. Allez, messieurs, deuxième période. Tiens, Steph, puisque tu es en train de causer naissance, etc., donc, selon Stéphane, il va vous expliquer que d'ici les prochains matchs Grenier, ça va être compliqué parce qu'il n'y a qu'un enfant, c'est toujours compliqué. Mais là, explique-nous. Il n'y a pas eu de pénalité là-dessus, Langenberger sur Kreis. Ton avis? Bon, moi, votre avis? Je pense que d'une part, l'arbitre ne regardait pas là, parce que je le voyais, l'arbitre en bas, il n'avait pas l'air de regarder là, puis ça se passe derrière la cage. Pour les R2, c'est compliqué, mais cette année, on a dit que le joueur qui est en possession de la rondelle a une certaine responsabilité. S'il change de direction au dernier moment pour protéger sa rondelle alors qu'il sait qu'il y a un contact imminent, il est en partie responsable. Et je pense que c'est ça, parce que Kreis, quand il se tourne, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il sait qu'il y a un gars qui vient, puis il veut le battre à 1 contre 1, il veut tourner sur lui-même, et il est vulnérable. Mais le joueur fait rien de bien méchant, hein. Il le pousse contre la bande simplement. Moi, je pense que c'est une bonne non-décision. Votre avis, les gars? Oui, je suis d'accord avec toi, Stéphane, parce qu'à la fin, je veux dire, les patins restent en contact avec la glace. Il n'y a pas nécessairement... Ils ne portent pas non plus une canne haute contre le joueur. Donc, selon moi, Kreis se place dans une situation vulnérable. Il n'y a pas de pénalité. Même si le choc peut paraître un peu... Je vais utiliser le mot brutal, là. Je pense que c'est assez juste. Hein. C'est vraiment ce changement de direction qui fait que le joueur de Zug se fait percuter. Le joueur de Langnau ne part pas dans l'idée d'être méchant. On voit même qu'au début, il va pour avec la canne pour taper le puck. Donc je pense que c'est tout à fait juste. Ok, vous êtes unanime sur ce plateau, messieurs. On va continuer de voir les buts dans cette rencontre, puisqu'il y en a eu. Il y a eu réaction, surtout de Langnau, avec le premier but dans cet exercice. C'est toujours Eshbar qui peut... C'est toujours la charge. C'est juste après. C'est la même charge. On vient de revoir la charge. Ça, c'est piégé, là. Et la réussite, exactement, puisque c'est les images... Je me fais piéger par tout le monde ici sur le plateau. Mais oui, c'est les bonnes images, oui, c'est les bonnes images. C'est juste que c'est la suite. C'est dans l'enchaînement. Le Kreis, on a vu qu'il avait un peu mal au nez. Je pense qu'il s'est éclaté le nez contre la balustrade. Et le joueur a fait un bon job. Il a séparé l'homme du puck. Ce qu'il a fait, c'est ce qui a donné lieu au but, évidemment. Le Kreis se relève péniblement. Et le puck avait des yeux. Regardez bien, on va mettre un petit muffin de la ligne bleue, là, avec beaucoup de circulation. Le gardien ne peut pas arrêter ce qu'il ne voit pas. Et ce qui dévie devant lui.
Même Giannoni peut se faire surprendre sur ce Même shoot-là. Giannoni, ça arrive. Donc, voilà. Ouais, même Giannoni un peu emprunté là, au niveau de la mitaine, en effet. Et puis Longno va même revenir à une longueur. 4 minutes plus tard, Nolan, Diem, on est à la mi-match et Zug n'a plus qu'un petit but d'avance. Donc il y a eu réaction quand même, Serge, véritablement des hommes d'Yves Sarrault et de cette équipe de Longno. Oui, beaucoup de circulation devant le filet. On voit que Giannoni n'a pas nécessairement vu le lancer arriver dans un premier instant. C'est peut-être probablement pour ça qu'il n'a pas contrôlé le rebond. Et puis le joueur de Langnau qui prend son propre rebond pour justement marquer ce but. Mais il y a un but qui va faire mal, c'est celui de Schlumpf, alors que Langnau se rue à l'attaque. Regardez le contre du côté de Zug avec Schlumpf qui va suivre l'action et hop, qui va se retrouver complètement seul, Florian Comps. Mais c'est bien lui l'instigateur finalement de cette entrée de zone sur le rush, Zug qui marque. Oui, exactement. On parle très très souvent du défenseur qui se joint à l'attaque. Il l'a très bien fait. C'est lui qui amène le jeu. Et puis ce qui est important, c'est qu'il est resté. Et on voit, là, il freine au deuxième poteau. Il ne repart pas en zone défensive. Il veut vraiment marquer ce but. Donc c'est tout à fait mérité pour lui. Ouais, c'est un but qui a fait mal. Les coachs parlent souvent des lignes bleues aussi. De ne pas perdre de puck aux lignes bleues là-dessus. Ouais. C'est un exemple à ne pas faire. Hein. Exactement. Et Zug en supériorité numérique qui va faire mouche par inévitable Grégory Hoffman. Le triplé pour le joueur qui revient dans son club, puis la passe. J'aime bien ça. Ah, mais sérieusement, il l'a vendu d'une façon splendide. Regardez bien la passe. Il vend le shoot. On a l'impression qu'il va shooter. Tout à coup, il la sort à Edis, comme on dit, là, vraiment. Ces passes-là qui passent à travers justement la boîte, c'est très difficile à arrêter. On voit souvent aussi Malgin et Candrighetto qui utilisent le même schéma de jeu à Zurich. Et à Longno qui n'arrivera pas à marquer en supériorité numérique l'absence de ces étrangers, de ces joueurs stars. Et finalement, qui va payer cash Klingberg pour le 6-2. Dans une cage vide, il avait sorti son gardien pour tenter tout pour le tout. Il faut dire qu'on a 58 minutes, 58e. Hein, donc, ouais, c'est à 3 minutes de la fin de la deuxième période, c'était 3-2. Et puis le but, on a vu le 4-2 de Schlumpf. Le 5-2, là, il a tenté le tout pour le tout. Et là, évidemment, on aurait salé l'addition en fin de match. Encore une fois, Kovar à la baguette. Ouais, et ça sera Simeone cette fois-ci à la conclusion pour le 7e. Et puis Hoffman qui va marquer donc à la 60e minute de jeu. Un quadruplé. On comprend les équipes qui appuient encore et toujours sur l'accélérateur quand il y a 5-2, 6-2, 7-2, 8-2. Ouais, c'est difficile de dire vraiment si Zug a continué d'appuyer sur l'accélérateur. Voilà, là c'est en power play, on ne peut pas non plus se permettre de dire on arrête de jouer. Ils sont quand même à domicile. Voilà, même si le but c'est pas de ridiculiser l'adversaire, on se doit quand même de jouer et puis c'est toujours plaisant de marquer des buts. Alors, la question est, alors qu'Hoffman va marquer là, son 4e directement sur l'engagement, la question est, coach Serge Pelletier, tu mènes par 4 buts en fin de match, est-ce que tu mets ton premier power play sur la glace contre l'équipe adverse, sachant qu'ils sont démunis et qu'ils ont un junior au but? Je pense qu'on peut laisser sans aucun doute plus de glace à nos deuxièmes couteaux à la fin du match comme ça. De toute façon, le match est déjà gagné. Zug est une équipe aussi bien rodée. On voit maintenant, depuis le retour d'Hoffman, on fait tourner les 5 étrangers. On ne veut pas non plus surtaxer personne. Je pense qu'on va gérer la fin de championnat. La même chose avec les gardiens de but. On a vu l'autre soir que c'était Hollenstein au but. Ce soir, c'était Giannoni. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, Stéphane, on aurait pu un petit peu lever le pied. Ouais. Ça n'aurait pas fait mal à personne. Ouais, puis je ne veux rien enlever à Grégory Hoffman qui a marqué 5 buts cette semaine contre Ajoie et puis contre Langnau, mais on voit quand même que ce n'est pas les Rangers de New York. C'était pas les Rangers de New York en face ce soir. Hein. Absolument. Que dire après ça, tu sais? Normalement, il faut, je sais pas, une respiration, un thriller ou quelque chose pour non, mais quand même. C'était pas les Rangers de New York. Bravo à Grégory, on sait, mais c'est... En même temps, c'est jamais les Rangers de New York en face. Hein. Non, je sais, mais disons que Langnau, c'est loin d'être les... Moi, c'est même pas les Rangers de New York de notre championnat. Honnêtement, on peut très bien comprendre. Après, c'est toujours la même histoire. L'entraîneur, il va dire ouais, mais moi, j'ai besoin de donner confiance à mes joueurs, etc. J'ai besoin que mes meilleurs joueurs soient là. Puis... à la fin de l'année, ça ne sera pas marqué contre qui, ça va être marqué le total. Absolument. Hein?
Là, on peut enchaîner. Ambry Davos, allez, c'est parti pour cette rencontre. Et c'est hyper important pour Ambry. Déjà, face à une équipe qui va super mal en ce moment, c'est le HC Davos. Il faut se rappeler qu'à Ambry, on regarde aussi, on sait compter, on regarde les chiffres, on regarde surtout que Berne est juste au-dessus et encore atteignable pour une place en pré-playoff. Benjamin Conz sera dans la cage. C'est un maillot spécial. 60 ans après la victoire en coupe. Il y a donc 60 ans contre le HC Villars. Une autre époque. Quoi qu'il en soit, on va voir l'ouverture du score signé Inti Pestoni à la 11e minute de jeu et le travail préparatoire de Tsverger. La petite déviation subtile, dira-t-on, Florian Conz, Inti Pestoni. Ouais, subtile ou chanceuse, je ne sais pas, mais voilà, Ambry, on a vu qu'ils sont bien rentrés dans le match. Comme tu l'as dit, ils voyaient bien ce qui se passe devant au classement, donc ils avaient à cœur de tout de suite bien rentrer et puis d'aller chercher des points ce soir. Pas mal de buts dans cette première période, puisque 2 minutes plus tard, c'est Davos qui va réagir par l'intermédiaire de son premier bloc. On a reformé du côté de Volven le bloc Rasmussen, Bromé et Stransky qui va égaliser. C'était un peu le bloc poumon, on va dire, Serge, de cette équipe davosienne, quand elle était au firmament de son art. Exactement. Les meilleurs moments de Davos cette saison, on les a vus justement avec ces 3 joueurs réunis ensemble qui étaient vraiment agissaient comme détonateurs de Davos. Et puis sur le but maintenant, on voit une pression très forte à 2 hommes, ce qui leur a permis de récupérer justement le puck en territoire d'Ambry pour pouvoir égaliser la marque à 1-1. Oui, et Ambry qui va reprendre l'avantage dans cette partie. Ça va aller très vite de l'autre côté. C'est Moses, l'ancien joueur de Rapperswil, qui va marquer et pouvoir déjouer le portier de Davos entre les jambières. On admirera la passe de Macmillan, au passage quand même aussi. On a apprécié celle de Chervenka, messieurs, celle-ci elle est pas mal aussi. Ouais. Moi, c'est ce qui fait une grosse différence aussi du côté d'Ambry depuis quelques matchs, c'est qu'avec aussi l'arrivée de Moses, on voit que les étrangers se retrouvent aussi sur la feuille des buteurs, et puis ça leur permet d'être un peu plus efficaces. Oui, bien suivi du côté d'Ambry là. Pour cette réussite. Stransky, on va le retrouver une nouvelle fois, ce premier bloc, et ça sera le 2-2. On voit cette réussite. C'est un but à la Julien Sprunger. Il rentre. Et c'est cette notion de se créer de l'espace. C'est le droitier qui rentre à l'aile droite. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont s'enfermer dans l'angle. Et ces joueurs-là, ces marqueurs, ils ont cette capacité de revenir légèrement au milieu, de gagner un peu de temps et d'espace, de se créer un petit peu d'espace pour avoir un meilleur angle de shoot puis se servir du défenseur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Absolument. Il l'a très bien fait sur ce coup-ci. Et finalement, c'est Burgler en 3e période qui va donner l'avantage 3-2 pour Ambry. Burgler, le chasseur de but, Serge. Oui, tout à fait. On a marqué déjà 17 la saison passée à Lugano. Et puis là, il s'empare rapidement de cette rondelle libre devant le filet. Et puis d'un quick backhand, il déjoue Eschliman pour marquer ce but. Absolument. Et la réussite, et c'est le game-winning goal. Et Ambry qui fait une excellente opération en engrangeant 3 points ce soir. Messieurs, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, de la dernière rencontre entre Lugano et Berne. Il y a eu du suspense et en plus, il y a polémique peut-être. Il y a polémique, on va y revenir d'ici quelques instants. Mais avant ça, Lundskog est pensif aussi, et Chris Max Orley. Face à ce CP Berne, de l'ambiance dans les tribunes et surtout le 1-0 signé Timothy Cast. Mais oui, Timothy Cast qui va ouvrir le score. Un Timothy Cast qui a bien senti le jeu, Stéphane, pour cette ouverture du score. Oui, Timothy Cast qui a un bon sens du jeu. C'est un peu l'homme à tout faire. C'était l'homme à tout faire l'année passée. Puis à Berne, il rend de précieux services cette année. Bien joué, bien orchestré de la part. Encore une fois, on a perdu un puck à la ligne bleue adverse, relance rapide, et puis contre-attaque, jeu de transition. Et Timothy Cast est à la finition. Absolument, et c'est 1-0 après 20 minutes de jeu. On va plonger en 2e période et on va voir Cory Conacher, le paria qui revient peut-être dans les petits papiers de son entraîneur, parce qu'il a chauffé les tribunes plus qu'une fois lors des dernières rencontres, et c'est bien lui qui va marquer le 2e, avec un assist signé Enauer.
On voit qu'on a cœur là-dessus qui s'est fait oublier comme troisième homme dans le territoire adverse de Lugano. Il a glissé derrière l'ailier bas de cœur pour pouvoir justement profiter de cette passe lumineuse de Henauer pour pouvoir enfiler le deuxième but. 2-0, on se dit que Berne est bien parti finalement dans cette rencontre, mais Lugano va revenir à la marque. Regardez cette réussite signée finalement Fazzini, et il y a un petit coup d'œil sur le power play. Lugano est en power play, le power play vient de se terminer. Regardez, Kass qui n'arrive pas à sortir du banc des pénalités, et finalement c'est Fazzini. Ça fait plusieurs années que la porte est coincée du côté du banc des visiteurs. Serge, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe avec cette porte-là à Lugano? J'ai jamais compris si c'était la porte qui était coincée ou celui qui rouvre la porte qui était coincé. Il n'était pas arrivé. Regardez, c'est quand même un fait assez cocasse à part ça. Je pense qu'il a voulu lui jouer un tour. Hein. Il tirait avec la main, il mettait le pied en bas pour la bloquer en même temps. On a vraiment l'impression qu'il pensait qu'il allait quand même pouvoir intervenir dans le jeu, mais il était quand même assez loin. La chose qui était quand même assez loin. Mais c'est frustrant quand même. Ouvre la porte. Ouais. Absolument. Ça, c'est pour la première petite histoire, un peu gaguesque finalement, de cette rencontre. Et puis on va se rendre en troisième période et on va assister à l'égalisation de Turkov du côté du HC Lugano. C'est un but qu'on va aller revoir à la vidéo. Nous, on a vu ça en direct. On a vu ça, on suit bien sûr toutes les rencontres de la soirée. On va revoir cette réussite signée Turkov. On va évidemment à la vidéo review pour un éventuel contact sur le gardien. Contact qu'il y a, c'est Daniel Carr qui rentre en contact avec le gardien. La question est de savoir, est-ce qu'il va là, est-ce qu'il est responsable du contact ou c'est l'adversaire qui le pousse? Il peut absolument rien faire d'autre que de rentrer en contact avec le gardien. On a été voir la vidéo, Full HD, 65 pouces, regardez. Et pour moi, Daniel Carr arrive avec tellement de vitesse. Si vous regardez sur le direct et vous focalisez sur Daniel Carr, il arrive avec énormément de vitesse. Il se met en pas numéline, en pas finlandais. Et puis, qu'est-ce que le défenseur, il doit le pousser un peu à l'extérieur. Il le pousse vers l'arrière du but, vers le côté. Et Daniel Carr se dirige quand même vers le gardien. Et ça laisse tomber un peu de façon théâtrale, l'air de dire on m'a poussé. Moi, je pense que Daniel Carr est responsable du contact. Oui, il a été poussé, mais il force le passage. Et le défenseur, il n'est pas pour se dire je ne vais pas te toucher non plus. Si l'attaquant force le passage entre le défenseur et le gardien, puis il n'y a pas d'espace, puis il est poussé par le défenseur, c'est l'attaquant qui est responsable pour moi. Messieurs, votre avis là-dessus? Moi, je dirais que c'est effectivement généreux d'avoir accordé ce but-là. Il me semble qu'on a vu des actions bien plus litigieuses où on a pris une décision inverse. Je pense qu'effectivement, Carr peut faire un autre effort s'il veut vraiment éviter le gardien. Je pense que ça lui a bien rendu service qu'on le pousse pour qu'il puisse exagérer. Et puis, Parce que la question est, si vous regardez sa trajectoire, il s'en allait où, là? À part dans le demi-cercle du gardien, avec la vitesse qu'il arrivait. Il ne voulait pas passer derrière le but, puis il ne voulait pas passer. Il s'en allait directement là. Puis l'autre essaie de le pousser, pas vraiment vers le gardien, puis boum. Alors, pour moi, il reste Serge, l'œil de coach, il dit quoi? Ouais, moi, je pense que demain, il y a exactement la même séquence, et puis je ne serais pas surpris que l'arbitre refuse le but. Hein. Ouais. Demain, il y aura des mémos qui vont partir. Il y a le protocole. Je vais recevoir le protocole cette semaine. On va savoir qu'est-ce que la direction des arbitres tranche toujours dans cette situation. Et là, on en parle souvent. La pleine zone grise, c'est de l'interprétation. Voilà. Si vous êtes fan de Berne, vous pensez comme moi. Si vous êtes fan de Lugano, vous dites Rochette dit n'importe quoi. Selon moi, je veux dire, qu'est-ce qui arrive sur l'action là? Je crois qu'il y a eu un deuxième contact entre le défenseur et Carr. Et puis Lemelin, l'arbitre de ce soir, a sûrement jugé que Carr n'a pas eu de la possibilité d'éviter le gardien suite au deuxième contact. Donc, je crois que c'est l'explication. Zone grise. Ouais. C'est facile. Mais c'est du jugement. Il y a le règlement, puis après ça, tu regardes ça, puis tu dis, ouais. Quoi qu'il en soit, n'en refaisons pas l'histoire. On va se rendre en prolongation. Rien ne sera marqué. On arrive au tir au but. Et regardez, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Il y en a un qui ne va pas voir la séance de tir au but. C'est Chris Maxwell qui a dû repartir au vestiaire, apparemment. On le voit. Hop. Ça faisait longtemps que c'est pas arrivé, ça. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. La première fois cette année, je crois, non? Ce qui est étonnant, c'est qu'on a accordé le but à Turkov. Discute avec Reto Raifeiner, là.
Les taux qui disent, c'est pas grave, ils sont mauvais les arbitres ce soir, t'en fais pas. Pas de souci, on a encore du business à faire pour les saisons prochaines. Et en tout cas, Romain Leffel, lui, ne se pose pas de questions. Il va donner la victoire au HC Lugano ce soir, messieurs, contre le CP Berne. Un petit point seulement pour le CP Berne. Ambry qui récolte 3 points, ça c'est la bonne opération de la soirée. On va récapituler du reste les résultats des 5 matchs de ce soir. Encore des prolongations, encore des tirs au but, c'est vraiment serré, sauf entre Zug et Langnau, 8-2. La victoire après la séance de tirs au but, on l'a vu, de Lugano 3-2. 3-2, c'était le score qu'il fallait jouer, messieurs. Avec le 3-2 de Genève après prolongation, le même score de Fribourg face à Rapperswil, et vous l'avez vu, après 60 minutes, la victoire d'Ambry face à Lavaux. Toutes les équipes visiteuses ont marqué 2 buts. Il est un peu plus complet que d'habitude puisqu'on a rajouté et remis les points parce qu'on nous a dit mais on voit plus les points, ça va pas. Bref, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Fribourg-Gotteron est toujours leader, mais Zug se rapproche bien sûr puisqu'ils ont engrangé 3 points cette fois-ci. Rapperswil est toujours sur le podium, les ZSC Lions sans jouer 1,83, Biella 81, 63 pour le HC Davos, 1,52 pour Genève, Servette. Ça se rapproche. Imaginez que Genève ait eu 1 point de plus ce soir, ça se serait encore plus rapproché. Ambry 1,23, il repasse au-dessus de la barre par rapport au CP Berne. Ça veut dire que c'est une très très bonne opération et qu'il y aura du suspense véritablement à tous les échelons. La soirée de hockey sur glace n'est pas encore terminée. D'ici quelques instants, on va encore causer de hockey. On va parler de l'affaire Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot qui a pu jouer hier face à Rapperswil, qui était suspendu de manière provisoire ce soir à la suite du contact avec l'arbitre. On va en parler avec nos invités. À tout de suite.